Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une longue action, une mobilisation qui a duré 2 mois sur les violences sexuelles faites aux mineurs. Et pour en parler, nous recevons l'une qui a porté ce projet, Lydia Barnéout. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue ce matin pour un moment important, 2 mois de campagne qui s'est achevée maintenant. C'est le moment de faire le bilan de ces 2 mois. Oui, tout à fait. Alors, elle s'achève, non, puisque du coup, ça marque un nouveau départ, comme chacune des campagnes. 2 mois de campagne avec 8 mois de préparation en amont. Et pour parler rapidement du bilan, effectivement, on a doublé nos partenariats. Donc, l'année dernière, on était passé de 6 à 13 associations partenaires. On est cette fois-ci à 27 associations avec 2 qui nous rejoignent. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Nous avons également triplé les actions par rapport aux 2 précédentes campagnes, pour atteindre près d'une centaine d'actions de sensibilisation dans le milieu sportif, dans le milieu scolaire. Donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement porteur, où on sent vraiment une mobilisation générale de l'ensemble de la société, avec des institutionnels qui ont fait des annonces et qui nous soutiennent, avec des partenaires associatifs et des professionnels et des bénévoles de terrain qui sont vraiment là pour porter cette campagne et pour voir plus loin. Et justement un colloque qui s'est tenu samedi, qui nous a aussi permis d'achever ce temps d'action qui a été fort par une réflexion de fond qui était vraiment nécessaire pour pouvoir sortir un petit peu de ce qu'on entend parfois, oui mais c'est tabou, oui mais d'accord. Alors posons-nous, réfléchissons et allons un peu plus loin dans ce que fait aujourd'hui, quels sont les enjeux réellement de la parole intime, notamment dans la société mahoraise. Et je pense que ce colloque a été vraiment extrêmement important et enrichissant et va nous permettre justement de voir plus loin. Justement, c'est ça qui a été compliqué, de prendre un sujet, comme vous l'avez dit, ça c'est tabou, et de le mettre en lumière. Oui et non, c'est sûr que oui, il faut vraiment se poser pour savoir qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui à la libération de la parole, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment le seul crime qui constitue encore aujourd'hui, où la honte et la peur finalement va se situer du côté de la victime. Pourquoi essayer de déconstruire tout ça pour pouvoir ensemble savoir que faire pour résorber un petit peu le fossé abyssal entre le nombre réel de victimes et d'agresseurs et puis ceux qui vont faire l'objet d'une identification et d'un traitement pour pouvoir entamer pour les unes un processus de reconstruction, un processus thérapeutique, et puis pour les autres pour être aussi mis à l'abri parce qu'ils sont dangereux en fait. Et il y a eu le colloque, donc vous l'avez dit, qui s'est déroulé cette nuit, un moment très important, et le PROC a fait une annonce, a fait plusieurs annonces notamment, mais il va y avoir des actions qui vont être menée justement grâce à tout ça? Oui, je crois que l'ensemble des représentants institutionnels, que ce soit la représentante du conseil départemental, le préfet, le recteur et le procureur, ont vraiment tenu à rappeler que c'était un engagement fort de leur part de prendre vraiment cette cause. Et parmi ces annonces, effectivement, des rencontres trimestrielles, tripartites, avec le parquet, le rectorat et la CRIP du conseil départemental, pour pouvoir un petit peu, alors comme il l'a dit, pas se surveiller les uns les autres, au contraire avancer sur ces questions-là, poser des chiffres. Nous, on a mis 10 mois à avoir des chiffres, on les a eu 3 jours avant le colloque, et voir en fait comment ensemble on va pouvoir traiter ces cas et avancer sur ces questions. Donc plus de fermeté peut-être maintenant? Voilà, il y a également annoncé aussi des référents dans les structures et notamment pour faire le lien entre la médecine urgentiste et la médecine légale. Et puis également la création d'un UAPED, donc une unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. Et là, c'est vraiment, on est sur du concret, sur un agenda début 2022. Donc ça, c'est fortement positif. Et puis l'ensemble des institutionnels qui s'est engagé à remplir et faire remplir la charte à leur personnel, à diffuser largement la bande dessinée auprès de leur personnel, mais aussi auprès de la population, à continuer à faire remplir ce questionnaire qui nous a apporté, heureusement qu'il était là, de quoi avoir une base, un socle pour pouvoir commencer vraiment une réflexion de fond. Et puis à relayer tous les supports de sensibilisation qui ont pu être construits pendant ces 2 mois de campagne, relayés médiatiquement, grâce à vous, grâce à la Mayotte la Première, grâce à la presse, et relayés aussi au sein des institutions, au sein des associations. C'est important. On a des images, là si on peut les montrer en régie, des images du colloque qui s'est déroulé samedi, on pourra les commenter ensemble, j'espère qu'elles vont arriver, ces images. On voit les différents acteurs justement, on voit le recteur qui était là aussi, le procureur évidemment. Là c'est donc l'affiche
du colloque, mais si on peut avoir les images, c'est aussi important, le recteur aussi était là, il a aussi parlé. C'est important quand quand on parle des enfants, des mineurs, c'est l'école, c'est l'éducation, le rectorat était aussi pleinement impliqué là-dedans. Oui, l'éducation nationale nous a vraiment ouvert ses portes comme jamais cette année, où on a réellement pu intervenir auprès des inspecteurs du primaire et du secondaire, auprès des collègues, auprès, mardi prochain par exemple, des AED, des surveillants. Et effectivement, il a été porteur de près d'un tiers des actions menées, donc pour mobiliser 7000 personnes, 7000 élèves, parents et personnels. Après, il n'y a pas que les institutionnels, eux ont fait les discours d'ouverture. Là, c'était vraiment l'idée d'une réflexion de fond qui sont engagés par des professionnels qui ont une expertise de terrain, qui sont au contact de la population. Et en cela, c'était vraiment intéressant avec des échanges fréquents avec justement le public. 120 personnes, parce que les places étaient limitées, mais tous ont participé. Et avec de nombreux intervenants qui ont réellement pu apporter des outils et un éclairage à ce sujet. Et puis, chose importante aussi, il y avait ce fameux questionnaire en ligne. C'était très important ça. Qu'est-ce qui en est ressorti justement de ce questionnaire? Oui, tout à fait. Ce questionnaire, alors il y a 75% des répondants qui sont des femmes, 70% qui ont entre 20 et 50 ans, et on retrouve 37% qui disent avoir été victimes d'agressions, et 11% qui ne savent pas si ce qu'elles ont vécu est une agression. Sur ces 37%, quand même, on peut se dire que c'est 2 fois les chiffres qu'on obtient en métropole. Alors on pourrait se dire, oui, mais effectivement, c'est ceux qui ont été sensibilisés, sensibles à la cause, qui ont rempli le questionnaire. Et pour autant, on sait aussi que ça laisse les moins de 20 ans, qui sont ceux qui en souffrent à l'heure actuelle. Ça laisse les plus de 50 ans, dont on peut s'imaginer qu'ils en ont souffert également. Ça laisse ceux qui, en situation d'allophonie, n'ont pas pu remplir ce questionnaire ou qui ont trop de promiscuité, en fait, et qui ne vont pas pouvoir s'isoler pour le faire. Et puis ça laisse ceux qui, numériquement, n'ont pas accès. Donc l'importance vraiment aujourd'hui de relayer et de faire une enquête qui soit publique et homologuée. Donc c'est un appel là que je lance aux institutionnels notamment pour pouvoir financer cette enquête. On a prouvé en tout cas qu'il y avait un besoin. Dans ce qui ressort et qui est comparable aux chiffres en métropole, c'est que 87% des agresseurs des victimes connaissent leur agresseur. Et dans 44% des cas, ce qui est au point par point similaire en métropole sur les enquêtes menées, c'est dans la famille proche, c'est dans le réseau intrafamilial. Donc l'inceste, c'est vraiment une cause aujourd'hui qu'on doit pouvoir aborder. On retrouve dans ce questionnaire énormément de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? 53% des répondants disent ne pas connaître la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que 63% de ceux qui disent la connaître, notamment au sujet des délais de prescription pour porter plainte, etc., se trompent en fait. Et donc 95% des répondants disent que les réponses qu'on leur a apportées au sujet des réflexes à avoir ou de la connaissance de la loi leur seront très utiles. Donc là aussi, on sent qu'il y a un besoin de sensibilisation. Et pour finir peut-être sur un dernier chiffre, 82% des personnes qui ont répondu ne pas savoir si ce qu'elles avaient subi est une agression n'ont jamais pu parler ou entendu parler de sexualité, d'éducation à la sexualité dans leur enfance. Et là, on retrouve vraiment ce besoin de faire de l'éducation à la sexualité, parce que sinon, on ne va pas pouvoir avancer, en fait. Oui, surtout que vous dites qu'il y a 11% qui disent qu'ils ne savent pas si c'est une agression sexuelle ou pas. Pourtant, on devrait le savoir. Ça devrait être, excusez-moi, mais logique de savoir si c'est une agression ou pas. Exactement. Peut-être que des fois, c'est normal, c'est mon oncle, c'est normal. Ça rentre dans des normalités, peut-être. Nous, c'est ce qu'on a retrouvé dans les groupes de parole qu'on a fait, effectivement, le consentement, mon corps m'appartient. En fait, ils mettent pas très longtemps finalement à accepter que, ok, pourquoi pas, mais au départ, c'est non, bien sûr que non, mon corps ne m'appartient pas, il appartient d'abord à mes parents, ensuite à mon mari. Les mots qui reviennent finalement, c'est tabou, famille, parents, mariage, religion, culture. Une phrase forte, mon corps ne m'appartient pas, il appartient à ma famille. Oui, là c'est ce qu'on a pu traiter pendant le colloque réellement. C'est vraiment ce côté où c'est pas l'individu qui est mis en avant, c'est la famille, c'est le village, c'est la communauté. Donc voilà, d'où l'importance réellement de pouvoir... Alors nous, l'idée c'était de sensibiliser en gros 10 000 personnes qui font la base vraiment, qui composent les structures partenaires par la signature de la charte, la lecture des 12 pages d'annexes, la diffusion des supports de sensibilisation pour ensuite pouvoir vraiment faire des relais dans les villages, dans les écoles, dans les communes et pouvoir permettre à ces personnes de se libérer, d'engager un processus thérapeutique, puis essayer de faire quelque chose aussi au niveau de ces agresseurs qui pour l'instant se sentent parfaitement impunis. Justement, la suite c'est quoi maintenant ? Continuer ce qu'on a commencé, donc consolider encore ces partenariats,
continuer de mener des actions, hein, donc nos partenaires sont sur le front tous les jours, continuer à aller, pour ce qui est du collectif, vraiment sensibiliser les partenaires pour qu'ils sensibilisent à leur tour leurs usagers, leurs élèves, etc. Continuer de faire remplir la charte, et puis c'est surtout la bande dessinée en fait qui va... Oui, on va juste en parler, des cailloux sur la mer. Expliquez-nous un peu cette bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée qui a été réalisée dans le cadre de cette campagne, grâce aux éditions du Cygne qui avaient fait précédemment la fameuse bande dessinée sur Mayotte, oui. Et qui va nous permettre en fait de servir d'outil pédagogique, qui va rentrer dans les foyers et qui va permettre de poser des mots sur une situation, sur un contexte. C'est accessible vraiment aux petits et aux grands. Il va évidemment falloir avoir un soutien derrière, parce qu'il y a des mots qu'il faudra expliquer, mais ça permet en fait, ça raconte l'histoire de Noura, une jeune fille de 17 ans qui effectivement va passer peu à peu entre guillemets de l'amnésie traumatique jusqu'à la libération de la parole, et pouvoir entamer justement ce processus de guérison. Et c'est vraiment une BD à mettre dans toutes les mains. C'est un vrai succès. C'est un vrai succès. Ah, il n'y en a plus là. Les éditeurs sont arrivés avec un nombre considérable d'exemplaires. Ils sont tous partis. Donc là, on attend les prochains par bateau et on parle déjà de réédition. Et effectivement, on en est très content. Donc l'opération est un succès. Maintenant, il y aura une suite. Évidemment, pas fait tout ça pour rien. Est-ce qu'il y aura des réunions régulières qui vont être faites après pour voir la progression, comment ça va se passer? Oui, tout à fait. On va rester mobilisés fortement. On va continuer, comme je le disais, à renforcer les partenariats existants, en créer de nouveaux, puisqu'on a encore 2 associations qui nous ont rejoints. Et on va rester surtout hyper vigilants à faire en sorte que les institutions qui se sont engagées continuent donc parce qu'il y a une à charte le faire. Qui est signée. Vous avez quand même eu des engagements de gens. Maintenant, il faut que sur le terrain, ça continue, que ce ne soit pas seulement à l'instant T, mais que ce soit régulier. Ça prendra du temps, hein, on ne va pas se le cacher. C'est la première fois qu'il y a une campagne de ce type sur le territoire, donc c'est assez inédit. Mais on peut vraiment voir par la portée et l'ampleur qu'elle a prise qu'il y a une réelle volonté de l'ensemble de la population. Je crois que le représentant du Conseil Cadial en parlait jeudi dernier sur Mayotte la Première. C'est vraiment l'ensemble de la population qui veut mettre fin à ces crimes. Hein, il a même parlé de crimes contre l'humanité. On est sur, peut-être quand même pour donner un chiffre intéressant, qui est vraiment en corrélation là, avec les chiffres nationaux, on est sur 10% de la population qui souffre d'inceste, sur quasiment le double qui souffre de violences sexuelles. Ça fait 61 180 cas à Mayotte. Et il faut savoir que sur ces cas-là, il y en a 1000 qui vont être identifiés, il y en a 100 qui vont être traités au niveau judiciaire, et il y en a peut-être 40 qui vont être poursuivis. On est à 0,06% là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour faire ce bilan. Évidemment, on va regarder pour la suite de tout ça. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.